Bonjour Emmanuel Macron. Bonjour. Alors vous avez présenté, c'est vrai, votre projet. Les Français, ils en ont vu passer des projets, ils en ont entendu des programmes et ils en ont eu parfois des déceptions. Il est encore temps, ce matin, de replacer le curseur. Qu'est-ce que vous leur dites? Je tiendrai toutes mes promesses ou je ferai ce que je peux? Non, ni l'un ni l'autre en ces termes. Je l'ai dit pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Le cœur, c'est la vision, les valeurs, le cap qu'on donne au pays. C'est ça la fonction d'un président de la République. C'est faire aussi. C'est faire clairement sur les priorités et le cap qu'on s'est fixé. Pourquoi pendant des semaines et des semaines, j'ai résisté à la manie du programme? D'abord parce que je voulais le construire différemment, ce que nous avons fait. Le programme que j'ai présenté la semaine dernière, il est le fruit d'abord d'une consultation des Françaises et des Français l'été dernier, et ensuite d'un travail fait par toutes celles et ceux qui sont dans le mouvement En Marche. Il y a plus de 3000 ateliers qui ont préparé. C'est donc venu du terrain. Ça n'est pas un travail fait en chambre ou un projet fait en chambre. Et donc, il répond concrètement aux priorités du terrain telles qu'elles nous sont remontées. Il y a des engagements. Et il y a des engagements. Très clairs. On va en prendre quelques-uns. Vous avez totalement raison. Et en insistant sur un point qui manque un peu, pardon, à votre programme. La question de la méthode. Vous dites par exemple, c'est peut-être des informations et des propositions qui sont remontées du terrain, mais vous dites réforme des retraites, réforme des régimes spéciaux, d'autres l'ont promis avant vous. L'enjeu, c'est la méthode. Comment comptez-vous lever les blocages? Et il y en a eu sur ces sujets-là. Beaucoup. Vous ne le dites pas. Est-ce que vous avez un modèle en matière de réforme? Alors, il est toujours difficile d'avoir des modèles, même si plusieurs pays ont réussi des réformes difficiles, parfois radicales, dans des contextes beaucoup plus calmes que ce que nous avons pu connaître en France. Je pense aux pays scandinaves ou au Canada. Ce que mon projet porte, c'est un ensemble, en effet, de propositions avec des réformes de court terme qui sont à faire de manière urgente et prioritaire. La réforme du droit du travail, de la formation continue, de l'éducation, qui sont détaillées, et des réformes dont je le dis moi-même, elles mettront 5 à 10 ans à commencer à être mises en œuvre. Celle des retraites que vous avez citée. Le but de ce projet, c'est d'abord de tout mettre sur la table, d'expliquer les priorités. Il y a plusieurs centaines de mesures dans ce projet. Ce que je dis très clairement, dès le début, je l'ai fait la semaine dernière en le présentant, c'est que vous ne maîtrisez pas ce qui va advenir durant les 5 ans. Il y a des faits, par définition, qui vous échappent. Qui avait prévu le terrorisme en 2012? Qui avait prévu la crise financière en 2007? Par contre, il y a un cœur de projet sur lequel je m'engage, quoi qu'il advienne, qui sont ces 6 chantiers principaux, ce contrat avec les Français, où là, d'une part, je dis ça, c'est inconditionnel. C'est ce à quoi je m'attacherai quoi qu'il advienne pour le pays, parce que c'est ce qui nous permet de recréer de la cohésion nationale, ce qui nous permet de créer les vraies transformations du pays, de répondre à la fois à l'insécurité, aux problèmes du chômage et parfois à nos propres fractures. Et c'est ce sur quoi je demande à toutes celles et ceux qui nous rejoignent de s'engager avec moi. Le sujet, c'est vous. Le sujet, c'est vous. Et quand on est candidat à l'élection présidentielle, on incarne Oui. une fonction, une méthode. Par exemple, François Hollande avait dit « Ma méthode, ce sera le dialogue. Ce sera le dialogue social. Je discuterai avec les partenaires sociaux. Je ferai en sorte de ne pas monter les Français les uns contre les autres. » Après, on peut tirer les enseignements sur la façon dont les choses se sont passées. Mais vous, dans votre méthode de gouvernance, vous voulez discuter avec les syndicats, vous voulez prendre le temps, vous voulez aller vite. Quand je vous disais, est-ce que vous avez un modèle de gouvernance d'une certaine manière? Oui, je veux le faire de manière ordonnée. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui doivent être faites vite, et d'autres nécessiter du temps. La réforme des retraites, elle doit prendre du temps. Elle sera concertée, elle sera transpartisane et elle sera posée dans les premiers mois. Par contre, la réforme du marché du travail, la simplification de notre droit du travail, pour donner plus de place au dialogue social dans l'entreprise, la réforme du chômage et de la formation professionnelle, qui elle a vocation justement à sortir d'un système paritaire qui n'est plus efficace pour mettre tout le monde autour de la table, créer en place un vrai système de droit universel avec une formation et un investissement fait essentiellement sur les moins bien formés, les plus démunis. La réforme de l'école, parce que je veux remettre la transmission justement et la formation en particulier là aussi des enfants qui sont les plus fragiles ou les plus défavorisés au cœur du projet. Celles-là se feront rapidement. Elles sont exposées. Dans les 100 jours ? Elles sont...
j'ai quelques difficultés avec la théorie des 100 jours. Parce que nous sommes un pays qui passe presque 2 ans à être en campagne électorale. On ne peut pas expliquer aux Français, on fait 2 ans de campagne pour avoir le droit de présider 100 jours. Non, je compte présider 5 ans. Par contre, ces réformes, parce qu'elles sont prioritaires, parce qu'elles sont attendues par nos concitoyens, parce qu'elles sont débattues durant la présidentielle, eh bien, elles doivent être appliquées rapidement. Donc, pour ces réformes, ce sera la clarté, le calme, mais la détermination. Et ma volonté, c'est qu'elles puissent être présentées, votées, commencer à être appliquées dans le premier semestre du quinquennat. Alors on rentre dans un exemple très concret, c'est la journée des droits des femmes, vous le savez bien, l'égalité salariale. Voilà bien un sujet, à chaque présidentielle, on en reparle vaguement. Alors je rappelle quand même que les femmes sont toujours aujourd'hui payées 26% de moins que les hommes. Dans 60% des entreprises, il n'y a pas d'accord ou de plan d'action pour atteindre l'égalité salariale. Un exemple très concret, en termes de méthode, vous dites aux entreprises, maintenant il va falloir le faire, il y aura des sanctions. Est-ce que ça peut aller jusque-là? Comment est-ce qu'on fait bouger un curseur comme celui-ci pour donner le sentiment que la politique, ça sert à quelque chose? Alors d'abord, on rappelle les faits. C'est dans la loi. Pourquoi il n'y a pas de sanction, vous l'avez dit? Parce que c'est très dur à vérifier. Pourquoi c'est très dur à vérifier? Parce que cette inégalité salariale que vous pointez, elle est due à quoi? Au fait que les femmes ont moins de promotion que les hommes. Très dur à vérifier en acte, sauf d'une manière que je vais expliciter. Parce que les femmes sont plus cantonnées au temps de travail partiel, bien souvent subi, et c'est toutes ces petites choses qui créent l'inégalité salariale qu'on mesure à la fin. Moi, ce que je veux d'abord, c'est qu'il y ait dans toutes les discussions et donc le dialogue social au niveau de l'entreprise et de la branche, eh bien, un volet égalité salariale. Et je donne plus de place à la négociation sociale puisque je renvoie la construction des accords et de ce qu'est le droit du travail au niveau de l'accord majoritaire d'entreprise et de branche. Donc là, je dis, il faut un volet égalité salariale. Il faut qu'on débatte clairement au moins une fois par an entre les représentants des salariés et des employeurs de qui est au temps de travail partiel, comment se font les salaires et comment se font les promotions. Ensuite, ce que doit faire l'État, c'est ce qu'on appelle le testing. C'est-à-dire qu'on ira contrôler, et on fera de même d'ailleurs sur les discriminations à l'embauche. On a commencé à le faire quand j'étais ministre. Eh bien, on ira contrôler de manière totalement non prévue les comportements dans l'entreprise. Et on sanctionnera les entreprises qui ont des pratiques de discrimination et qui construisent une inégalité hommes et femmes. Et au-delà de ça, moi je crois beaucoup à cette pratique que j'avais adoptée sur d'autres sujets, là aussi comme ministre. Je souhaite qu'on rende public chaque semestre les moins bons élèves en la matière. Et donc on crée de la pression dans l'entreprise par le dialogue social, par le contrôle que l'État justement doit faire et par une publication des listes. Et vous voyez, ça c'est toute la méthode à laquelle je crois. C'est un pragmatisme que la France a oublié. Je ne vous propose pas, comme dans toutes les campagnes présidentielles, de faire une nouvelle loi. On ne préside pas, on ne gouverne pas forcément par la loi, mais par la transformation sociale qui assigne des responsabilités à chacun et qui permet de changer concrètement les choses. Alors, visiblement, et ça a déjà commencé, on va taper à votre porte dans les jours qui viennent. Royal, Le Drian, Le Foll, Claude Barthelone et même, il paraît, Bertrand Delanoë qui vous rejoindrait. Que direz-vous aux valsistes, aux Hollandais qui seraient tentés de vous rejoindre en masse? Est-ce qu'à un moment donné, à En Marche, on sait dire non? Mais En Marche, il y a deux choses. Il y a toutes celles et ceux qui vont exprimer ou qui ont exprimé le fait qu'ils ne se retrouvaient pas dans leur candidat naturel et qu'ils allaient soutenir ma candidature. Et vous l'avez de gauche comme de droite, compte tenu de ce que les primaires ont donné et compte tenu des candidats qui en sont sortis, qu'il s'agisse de François Fillon ou de Benoît Hamon. Et ça, je l'ai dit dès le début. Et donc que des femmes et des hommes qui ont des responsabilités politiques indiquent leur choix pour les élections, je dis à la fin des fins, je veux vous rassurer ici, moi je souhaite avoir au moins 51% de nos concitoyens qui en appellent à un tel vote. Donc ça, on l'a plutôt compris. Donc je ne vais pas les rabrouer. Par contre, une autre question est de savoir s'ils intègrent un dispositif de campagne, des responsabilités et un organigramme. Vous avez noté que pour une très grande majorité des gens qui ont pu s'exprimer dans cette direction, ça n'a pas été le cas. Donc je sais dire non avec beaucoup de politesse et de pragmatisme. Et pourquoi ça serait important de dire non à vos anciens camarades, aux valsistes ou aux Hollandais? Pourquoi, à un moment donné, il faut qu'En Marche reste En Marche, qu'Emmanuel Macron reste sur cette ligne-là? Ce serait un problème, ce serait une difficulté dans la campagne? Il faut beaucoup de pragmatisme là aussi. C'est-à-dire que la démarche qui a été la mienne dès le début a été de rassembler
les progressistes de gauche, du centre, de droite et de la société civile. C'est ce que nous sommes en train de réussir. C'est ce que nous sommes en train de réussir. Et d'ailleurs, vous-même, si cette actualité n'était pas là, vous seriez la première à me dire, vous voyez, ça ne marche pas votre affaire. Les progressistes de gauche restent avec Benoît Hamon. Les progressistes de droite, ils vont vers François Fillon. Ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas. Et donc, ils sont en train de venir à nous. Ce qui fait dire aujourd'hui à Benoît Hamon, vous l'avez bien entendu, il dit que vous êtes un candidat chimère, lion devant, dragon derrière, chèvre au milieu. Vous savez, Benoît Hamon démontre, comme François Fillon hier soir dans son meeting, ce qu'est être un candidat anti-système. C'est quand tout le système, justement, se met d'accord pour l'invectiver. Donc, je ne suis pas surpris par cela. Ça a commencé le 6 avril 2016. Ça continue, ils ne sont pas très originaux. Et comme ils n'ont pas grand-chose à dire sur leur propre programme, ils passent beaucoup de temps en rassemblement à parler de votre serviteur. Mais ce que je vous dis, c'est que nous sommes en train... Vous parlez de vous à la troisième personne, Emmanuel Macron. C'est une formule de politesse qui évite de dire moi, mais je pourrais dire moi si vous préférez. Oui. Donc, je suis en train de vous dire que nous sommes en acte en train de démontrer ce rassemblement des progressistes. Après, moi je suis le garant de renouvellement qu'En Marche porte. C'est-à-dire que vous avez des femmes et des hommes qui, de manière très concrète, s'engagent dans la vie politique. Et ce seront au moins la moitié des parlementaires, des candidats que nous investirons pour les législatives. Et après, ce sera vous avez des femmes et des hommes inconnu. De gauche, de droite. Mais regardez la nature de notre paysage politique. Aujourd'hui, dans cette élection, aucun candidat ne peut prétendre gouverner, présider avec un parti unique. Aucun. Et donc ce que nous sommes en train de construire de manière claire et déterminée depuis le début, c'est à la fois le renouvellement et un rassemblement des progressistes. Et donc vous allez avoir des femmes et des hommes venant de la social-démocratie française, des femmes et des hommes du centre. L'alliance faite avec François Bayrou en est l'illustration. Des femmes et des hommes venant de l'écologie, François de Rugy. Des femmes et des hommes venant de la droite modérée. Toutes et même tous... du Parti communiste. Et vous avez totalement raison, des progressistes de gauche venant de l'ex-parti communiste. Toutes et toutes, dans leurs identités, dans leur complémentarité, eh bien, se rassemblent autour du projet que je porte, et en particulier des 6 chantiers présentés la semaine dernière. Merci beaucoup Emmanuel Macron. Merci à vous. C'est à vous, William, avec un peu de retard, pardon. Ah bon? Je suis pour rien. Si, c'est lui. Je vous laisse les clés. Hein. Je ne suis pour rien. Ah, mais il faudra donner 2 minutes à chacun maintenant. Ben voilà. Et voilà. Merci beaucoup.